Allez, fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir et dis-moi que Vaquette est de retour et que, putain, il est toujours pas content. Bonjour et bienvenue sur Kedva TV où nous avons le plaisir, que dis-je, l'honneur de recevoir aujourd'hui l'indispensable Tristan Ederne, Vaquette, sous vos applaudissements. L'indispensable Tristan Ederne Vaquette, bonjour. Bonjour. L'indispensable Tristan Ederne Vaquette, il s'agit donc d'une interview collaborative, c'est-à-dire que ce sont les internautes qui vous posent les questions et c'est moi qui humblement vais les relayer. Nous ferons l'entretien en 3 parties. Une première partie consacrée à votre dernier livre d'expérience qui est fondé sur votre expérience de juré d'assises, Les 9 salopards. Ensuite, nous passerons à votre dernier roman, en espérant que ce soit bien le dernier. Je plaisante, qui s'appelle Du champagne, un cadavre et des putes. Et puis pour finir, nous aborderons tout le reste. Alors tout le reste, on passera en revue votre look, la choucroute en général, votre choucroute en particulier, vos prochains projets, des questions de philosophie, des questions de politique, des questions d'amour, tout off. Ce sera phénoménal. Nous allons commencer, comme promis, par votre dernier ouvrage, Les 9 salopards, avec une série de questions. Et c'est Bono de Molène qui ouvre le bal, hein. D'ailleurs, cette question-là même vous sera posée un petit peu plus loin dans l'interview par Ashkatou, à propos également de Du champagne, un cadavre et des putes. Mais pour l'instant, donc, il s'agit des 9 salopards. Bono de Molène vous demande comment s'est déroulé le processus d'écriture des 9 salopards. Documentation préalable, phase de rédaction, champagne, pute, drogue, au pluriel, coup de boule et coup de genou contre les ours en Auvergne. Et pour la peine, je vous pose en même temps, je te pose en même temps, on va faire comme si on se connaissait un peu, Vaquette, donc je vais te tutoyer, une deuxième question d'une fan dévouée, qui te vous voit. Voilà, à mon avis, il y a une ouverture, mais bon. Dans Les 9 salopards, quel passage a été le plus difficile pour vous à mettre sur papier ? Eh bien, il n'y a pas vraiment eu de passage difficile à mettre sur le papier dans Les 9 salopards. Éventuellement, si on veut trouver un truc, on peut dire le dernier chapitre, parce que c'était le dernier, donc il faut essayer que un chapitre un peu plus faible au milieu, c'est moins grave que le dernier qui arrive. Et puis surtout, il peut sembler digressif par rapport à l'essentiel du propos. Il pouvait sembler aussi très auto-centré, très auto-promo, hein, puisque je parle du processus d'écriture de Du champagne, un cadavre et des putes. Donc j'ai un petit peu réfléchi pour essayer de faire quelque chose qui justifiait, qui en plus ça m'importait assez de raconter ce processus d'écriture. Donc voilà, c'est peut-être lui qui a été le plus difficile, mais centralement, et c'est pour ça qu'on a réuni les deux questions, ce qui a été difficile, c'est vraiment c'est trouver le ton du bouquin, voilà. C'est pas, comme me demande Bono, c'est pas le processus d'écriture au début, puisque finalement il était très naturel. Je venais d'être juré d'assises, j'avais pris des tonnes de notes pendant le procès, donc finalement il suffisait de dérouler les procès dans le sens du procès pour avoir le plan, pour avoir plein de choses à écrire, et puis je m'étais pris un gros shoot de choses émotionnelles, donc ce que j'avais à cracher était très évident, donc finalement c'était assez facile de ce point de vue-là. Il restait plus qu'à trouver le ton juste, et ça a été une vraie galère, quoi. Je pensais commencer l'écriture dans les quelques jours après la fin du procès, et en fait ça m'a pris, je crois, plusieurs semaines à tourner un peu autour. Voilà, et il y a un truc très qui permet de comprendre ça pour le lecteur, c'est de regarder les titres des chapitres, en fait. Tous les titres des chapitres ont systématiquement 2 titres, un titre plutôt sérieux et un titre plutôt drôlatique.
Et ça a vraiment été les deux fils que j'ai tirés. Il y a des chapitres sur lesquels je trouvais un titre qui me plaisait bien sérieux, d'autres sur lesquels je trouvais un titre rigolo. Et puis ça collait pas. Soit j'avais des chapitres trop sérieux, comme le premier qui a été écrit avant tout le reste, soit j'avais des chapitres trop rigolos. Et puis à un moment, j'ai compris, ben non, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut mélanger le tout, il faut que ce soit un vrai bordel. Donc il faut que ça soit à la fois sérieux, parce que c'est un travail, entre guillemets, journalistique, et puis que de toute façon le thème est particulièrement sérieux, sordide, bon, voilà, c'est pas très drôle. Et à côté de ça, justement parce que c'était très lourd, et j'ai compris qu'il fallait mettre du rigolo dedans, parce que c'était très lourd, par un genre de politesse vis-à-vis du lecteur, pour pas que ce soit trop chiant, et puis aussi pour que ce soit vaquetien, parce que si j'avais juste fait un truc premier degré hyper sérieux, super journalistique, genre à la Florence Aubenas, c'était sans doute très bien, mais c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre aurait pu l'écrire, alors que tel qu'il est écrit là, finalement je suis le seul à pouvoir l'écrire comme ça, me semble-t-il. Hein. Et plus loin, je veux pas trop digresser, mais plus loin dans l'interview, on parlera d'un futur projet qui s'appellerait Viol. Donc, et on reparlera de ça, qu'il n'y a que moi qui pourrais écrire ça aujourd'hui sur ce ton-là. Donc j'ai compris au bout d'un moment qu'il fallait, c'est ça qui a été dur à trouver, ce ton juste, donc entre des choses très sérieuses et sans compromis sur le sérieux, quitte à aller dans le sordide, quitte à faire pleurer dans les chaumières, et à côté de ça, complètement assumé de partir sur des délires. Donc on va rejoindre la question directement suivante que tu vas me poser maintenant. Deuxième question de Bono de Molène. Les 9 salopards comprend quelques incursions strictement littéraires assez surprenantes et délirantes. Vaquette consommerait-il des champis lorsqu'il écrit ? Eh bien non, Bono, Vaquette ne prend rien. Vaquette est un straight edge, Vaquette ne prend rien, aucune drogue, voilà. Et je jure que c'est vrai en plus, c'est horrible, c'est triste. Je raconte ça dans mon premier roman que j'ai écrit il y a longtemps, et je dis j'ai toujours jamais pris de coke, et je n'ai toujours jamais pris de coke. Je suis ridicule, On m'a proposé récemment des méthamphétamines, j'ai refusé, c'est vous dire à quel point je suis super straight edge. Bon, alors, donc je ne prends pas de champi. Par contre, comme je le disais dans la question précédente, ce qui a été difficile à trouver sur ce ton de ce bouquin, c'était ce côté justement délirant qui permettait d'avoir des soupapes de respiration. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que par-delà ça, et que c'est pour ça que c'était le ton juste et que ça m'est assez vite apparu, mais je ne l'avais pas compris en amont, il y a un souffle d'irrévérence, d'insolence dans ce ton-là, la façon dont je me fous des juges, du juge et de l'avocat général. Bon, je ne vais pas spoiler, donc ceux qui n'ont pas lu le bouquin, mais ceux qui l'ont lu comprendront ce que je veux dire. Je les ridiculise, et que ça a un sens. Voilà, c'est le fameux principe dont je pense je parle déjà dans Une histoire de censure, si ma mémoire est bonne. En tout cas, quand on a le sentiment, quelle que soit l'échelle où on le subit, d'un pouvoir dont on a le sentiment qu'il nous oppresse, voire qu'il nous opprime, l'une des réponses, c'est de se foutre de sa gueule. Alors, voilà, vos papiers ! Oui, monsieur, voilà mes papiers. Puis tu te retournes derrière, tu fais « Ah, ta gueule, gros con !» Voilà. Bon, donc c'est une façon de décompresser. Le sens et la noblesse de l'humour. Quand l'humour sert pas à ça, que sert pas à affaiblir des pouvoirs et s'attaque pas à des pouvoirs, genre comme des chiens par exemple qui s'attaquent pas à des pouvoirs, s'attaquer aux pauvres c'est pas des pouvoirs, c'est très méprisable cet humour-là, ils sont pas les seuls les chiens, mais l'humour donc doit s'attaquer au pouvoir quel qu'il soit, et là je me suis dit que cette insolence, cette irrévérence dont je fais preuve vis-à-vis de tout le système judiciaire, c'est d'abord très libérateur pour moi, pour ce que je pense du système. Je ne vais pas dire que c'est un acte anarchiste, mais il y a évidemment un peu ça, un acte libertaire en tout cas. Donc ça m'a fait du bien pour moi, et je pense que ça fait du bien au lecteur, et que ça dit, par-delà ce que je raconte dans le bouquin,
quelque chose en plus, quoi. Fuck la justice, respecte pas ces cons, t'as vu Guignol vous habiller en rouge pour avoir l'air d'être, alors que moi je m'habille en rouge pour avoir l'air ta. C'est pas la même chose. Ne me confondez pas avec un juge et un avocat général, s'il vous plaît. Faut pas déconner. Bon, donc voilà, cette irrévérence m'a semblé, c'est pas les champis, c'est de l'irrévérence. Voilà ma réponse. Bono de Molène poursuit avec des questions un peu qui fleurent bon le procès politique, hein, pour savoir si tu es un anarchiste correct ou pas. Hein. Sinon, il enverra une lettre anonyme à Radio Libertaire pour te faire exclure de Radio Libertaire. Oups, merde. Bono de Molène, donc, te demande deux questions pour la peine dans le même genre. La première, c'est, tu écris qu'il existe chez trop d'humains une jouissance à, ouvrez les guillemets, surveiller et punir. Pourtant, tu ne sembles pas t'opposer à l'idée de peine. Et deuxième question, dans le même genre, n'est-ce pas paradoxal de taper sur la, ouvrez les guillemets, justice de classe et de se définir comme citoyen attaché à l'état de droit et aux valeurs de la République? Vaquette. Croit-il que cette justice n'est pas un pilier de l'état de droit et de cette République? Répond. Ami camarade Bono, si ta question c'est suis-je un anarchiste conforme, genre ouais, ah bah la justice, ah bah l'armée, genre le mec qui chante des chansons des Salles Majestés, tu vois, avec genre le premier CD des Salles Majestés, c'était ça, c'était une chanson contre les flics, une chanson contre les riches, une chanson contre, je jure c'est vrai, vous pouvez vérifier, une chanson contre l'armée, une chanson contre la chasse, une chanson, il a fait tous les thèmes obligés, alors bah... Donc c'est vachement surprenant, intéressant, créatif. Ça c'est des vrais artistes. Bon, alors donc bon, passons. Et donc si la question c'est suis-je un vrai anarchiste conforme qui a la place d'une pensée à des slogans tout faits, j'espère, ami camarade Bono, et je suis sûr, ami camarade Bono, car je te connais un peu par les mails que tu m'envoies, que tu ne penses pas du tout ça de moi. Donc je ne suis pas un anarchiste conforme. À l'extrême limite, hein, pour citer Benabar, j'ai honte, oui pardon, pour citer Benabar, je suis un peu socialiste sur ce coup-là, parce qu'il y a une phrase de lui où il dit c'est mon côté socialiste, j'approuve mais je regrette, voilà, c'est un peu ça. Alors ensuite, je vais pour répondre plus longuement et plus sérieusement à tout ça, j'ai un copain qui encore plus vieux que moi, t'imagines, à quel point il est kakoshim, il est grabataire, qui a fait du terrorisme anarchiste dans les années 70, à l'époque où ça se faisait d'abord un petit peu en France et puis après en Espagne contre Franco, voilà. Et on va reparler de lui assez rapidement dans cette interview, voilà. Oui, parce que j'ai préparé toutes les réponses en avance, t'as vu le côté super sérieux quand même du type. Mais vous n'en doutiez pas que j'étais super sérieux. Bien. Et il m'a dit un jour cette phrase qui m'a vraiment énormément marqué. Lui, il avait vécu à l'époque donc des années 70, les communautés, tout ça, etc. Et il m'a dit, tu sais pourquoi toutes ces communautés ont foiré et que ça a pas duré? Parce que il y en a toujours un qui voulait pas faire la vaisselle. Et cette phrase, elle est absolument géniale parce qu'elle résume tout. Donc, tu fais quoi? Il y en a un qui veut pas faire la vaisselle. Donc, soit tu fais la vaisselle à sa place, et puis, genre, je vous ai enculé, vous faites mon boulot à ma place, puis au bout d'un moment, t'en as ras le cul. Soit, d'une façon ou d'une autre, t'es obligé de le virer, de lui taper dessus à coups de bâton, de l'enfermer dans les chiottes. T'es obligé de faire j'avais noté une régulation sociale, j'avais trouvé le bon mot, qui n'est pas forcément de la répression, mais une régulation sociale, de la répression, quoi, d'une façon ou d'une autre. Et c'est ce qui a souvent été pas compris, et ce qu'on m'a énormément reproché, toujours le côté anarchiste pas conforme. Moi, je pense que l'anarchie est un objectif à atteindre, une utopie, et c'est très important, quelque chose qu'on peut créer, construire en tout petit groupe, à l'échelle individuelle. Idéalement, dans un couple, ça devrait être une relation de responsabilité et de liberté réciproque. Voilà, ça c'est faisable. Si tu es avec quelqu'un de bien, deux personnes bien, elles peuvent faire une relation tout à fait
anarchiste ou libertaire ou ce que tu veux, sans contrainte, sans régulation sociale, j'ai mis, parce que chacun s'autorégule et comprend l'autre. Tu peux le faire à deux dans une relation de travail. Moi, mes relations de travail que j'ai pu faire, et quand j'ai pas pu le faire, ça s'est mal passé, je garde des souvenirs pas très agréables, je cite pas de nom, mais j'ai des souvenirs très agréables avec, par exemple, mon graphiste Franck de toujours, j'ai l'impression qu'on avait une relation libertaire, anarchiste. Bon. Et puis d'autres. Hein. Donc, on peut le faire à 2, 3, 4 personnes, 5 personnes. À 5 personnes, ça devient déjà plus difficile. À 10, ça devient très très compliqué parce qu'il y en a toujours un qui veut pas faire la vaisselle. Ou un avec qui t'as pas envie de faire la vaisselle à deux avec lui. Ou un, etc. Et à ce moment-là, il faut de la régulation sociale. Donc, à l'échelle d'une société, et d'un pays de 70 millions d'habitants, a fortiori, tu es obligé de faire de la régulation sociale, parce que non seulement il y en a qui veulent pas faire la vaisselle, mais il y en a qui veulent te taxer ta thune directement dans ta poche, qui veulent te violer, qui veulent te taper à coups de bâton parce que c'est gaulerie, c'est gaulerie que taper les gens à coups de bâton. Je dis zigaille pour être un peu démago, mais on peut être névropathe, sociopathe, ce que tu veux. On peut être d'extrême gauche, redskin et taper sur les gens. Donc, à ce moment-là, tu es bien obligé de faire une régulation sociale et, d'une façon ou d'une autre, de construire une justice. Alors, avec des peines, et des peines qui peuvent être la prison. Alors après, la différence entre moi et la plupart, même si je ne suis pas un anarchiste conforme, parce que ce serait plus confortable, une fois encore, de répéter ici « Ouais, pas de prison, pas d'armée, pas de justice. » Oui, d'accord, mais tu fais comment avec le type qui veut te taper dessus à coups de barre et te piquer ton argent en te disant « fuck you » ? À un moment, tu fais comment ? Bon, donc la différence entre moi et Zemmour ou les gens comme ça, bon, c'est que moi, effectivement, je fais partie de cette tradition qui voudrait plutôt moins de prison, et quand j'ai été, ce bouquin raconte ça aussi, quand j'ai été juré d'assises, ben, j'aurais voté, quelles que soient les affaires, pour plutôt moins de prison, moins de peines, des peines plus légères, des peines qui permettent plus de se réinsérer, bon, côté socialiste, hein. Si ça t'amuse. J'approuve, mais je regrette les peines, mais je les approuve quand même. Bon. Donc voilà. Ensuite, ta question, elle était quand même, je parle de jouissance à surveiller et punir. Je parle pas d'absence de surveiller et punir. Je parle de jouissance à le faire. Moi, là-dessus, j'ai été très clair avec moi-même, pas par pause, pas parce que je m'imaginais comme ça. Pendant ces 15 jours qu'ont duré les audiences, j'ai jamais eu un sentiment au fond de moi de faire « ouais, mais ils l'ont quand même bien mérité ». Jamais. Je voyais les autres, ils avaient cette petite jouissance à avoir du pouvoir. Moi, ça me dégoûtait. J'étais mal à l'aise, j'étais pas bien, donc j'étais très, très au clair avec moi-même. Donc c'est de ça dont je parlais dans le bouquin. La jouissance, surveiller et punir, je ne l'ai pas eue. Et je la trouve dégueulasse chez les autres. Voilà. Donc voilà. Et ça, c'est lié. De fait, comme je n'ai pas cette jouissance-là, ben, je préfère plutôt mettre des petites peines, comme ça me fait moins mal au cœur que ceux qui prennent beaucoup de plaisir, qui ont envie de mettre des grosses peines parce que, oh, putain, on l'a bien tapé avec la matraque. Ensuite, tu me parles, alors là, c'est encore plus, tu confonds encore plus tout. Tu me dis, la justice, je critique la justice de classe, et tu me dis, c'est le pilier de l'état de droit et des valeurs de la République. Mais tu confonds tout. Que la justice soit le pilier de l'État, bien évidemment. Bien évidemment. Ensuite, toutes les structures d'organisation sociale et de régulation sociale ne se valent pas. C'est pas la même chose exactement d'être dans un État hyper répressif, à mon côté toujours socialiste, j'approuve mais je regrette, et puis d'être dans un état de droit que je défends. Je défends les valeurs de la République, c'est-à-dire l'égalité des citoyens devant la loi, et l'état de droit, c'est-à-dire l'état de droit précisément, c'est tous les pouvoirs sont contrôlés. Et plus il y a des instruments de contrôle des pouvoirs, plus ça me va, plus je suis pour cet état de droit, plus je suis pour l'état de droit pour ça. Parce que, sachant qu'on est bien obligé d'avoir un système collectif de régulation sociale, ce que je regrette, toujours mon côté socialiste, eh bien, je préfère que ce système de régulation sociale soit contrôlé, que les systèmes de contrôle soient à leur tour contrôlés, etc. Ça s'appelle l'état de droit. Donc effectivement, tu as raison, la justice, la police, etc. sont les supports de l'État, mais
dans un état de droit qui irait au bout de sa logique parfaite, il n'y aurait pas de justice de classe. Parce que les valeurs de République interdisent la justice de classe, vu que tous les citoyens... J'ai un sourire, parce que je sais bien que c'est pas comme ça, je suis pas dupe. Mais à choisir, quand je me dis attaché aux valeurs de la République et à l'état de droit, c'est justement un pouvoir qui a le moins de pouvoir possible et des valeurs d'égalité de droit entre tous les citoyens. Dans ces conditions, la justice de classe n'existerait pas ou serait beaucoup, beaucoup moins gênante. Donc, à mon sens, ta question, elle confond tout. Dans ton cul, Bono. Bono de Molène qui poursuit sur le thème du procès politique. C'est pour ne pas ternir son image, sa réputation de crypto-nazi confusionniste que Vaquette cite Barès et Clouzot. Réponds, sinon c'est là les plumes et le goudron et la tête dans la baignoire. La tête dans la baignoire. Ta gueule, Vaquette. On continue dans le procès politique, c'est un bonheur. Donc je ne suis pas, je répète la question d'avant, un anarchiste conforme, les salles majestés, tout ça, etc. Bon, bien. Donc c'est à cause de ça, me demandes-tu que je cite Barès et Clouzot. Voilà. Alors, Barès, je le cite à propos d'Émile Henry, le terroriste anarchiste, en disant qu'il a eu du courage dans sa mort. Il me semblait que, d'abord, c'est totalement pertinent par rapport à ce que je dis à ce moment-là, et il me semble que prendre quelqu'un qui est de l'autre bord politique, comme on dit, et dire « Ah, mon ennemi politique, il a eu du courage, il me semble que c'est plus puissant que si j'avais sorti la même phrase de quelqu'un qui se revendiquait comme anarchiste et qui disait, à juste titre, hein, mais l'exécution d'Émile Henry est absolument dégueulasse et il a eu plein de courage face à la guillotine. Bon, il me semblait que donc ça renforçait mon propos de prendre quelqu'un de l'autre bord. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième personne que tu me reproches de citer, ah oui, c'est ça, c'est Clouzot. Alors là, pareil, c'est... Clouzot, déjà, à ma connaissance, il a une réputation de malpensant uniquement à cause d'une seule chose, Le Corbeau. Alors, il se trouve que Le Corbeau est un film formidablement subversif, et au moment où il filme, c'est formidablement subversif. Hein, ça dénonce clairement les lettres anonymes envoyées à la commandanture par les bons Français pendant l'occupation. Bon, alors si ça c'est fasciste, faut m'expliquer. A fortiori, quand quelqu'un fait un film à ce point, ou qui tient des propos de façon générale, à des prises de position à ce point subversifs par rapport à son époque, le transformer en fasciste, c'est-à-dire en garant de l'ordre social et des idées dominantes, bon, donc c'est absolument ridicule. Et en plus, deuxième chose, c'est que j'utilise une phrase de Clouzot dans un film La Vérité, qui est un film anti-justice, et lui aussi relativement subversif, et je tire une phrase qui directement se moque ou attaque que vous êtes déguisé ridicule à propos des juges, hein, parce qu'ils s'habillent toujours en rouge et noir, mais pas comme moi, parce qu'eux sont ridicules, vraiment. Donc, il me semble que la phrase en exergue du bouquin est plutôt une phrase clairement contre la justice, donc contre les pouvoirs constitués et pertinente par rapport au bouquin, qu'une phrase plus ou moins crypto-fasciste. Donc, tes procès d'intention, tu vois, Bono, hop, tu te les mets avec une noix d'huile d'olive, hein, parce que c'est meilleur que du lubrifiant anal. Et puis je vais continuer d'ailleurs ma réponse à ta question à cause de ta question toute pourrie qui arrive tout de suite. Question, Magnéto Serge. Bono de Molène, hein, toujours dans un esprit procès politique. Victor Hugo. Orelsan. Joe Star. Monterlon. Tu parles de références ultra-féministes à Bolo. Et pourquoi pas Landru et Ted Bundy pendant que tu y es? Alors, pourquoi pas Ted Bundy et Landru? C'est juste, je te jure, c'est la seule et unique raison, c'est parce que je n'y ai pas pensé. Tu aurais dû m'envoyer ton mail, hein, Bono, avant, et puis j'aurais placé Ted Bundy, Landru, promis. J'aurais fait l'apologie de Landru. J'aurais fait un chapitre, pourquoi Landru a été condamné alors que c'est un saint homme, il ne fallait pas qu'il soit condamné par la justice de classe, etc. Salaud de justice, etc. Bon. Donc ça, c'est la première raison. Et d'ailleurs, rapidement, j'avais promis d'en reparler tout à l'heure, mais j'en reparlerai encore un petit peu plus loin. J'ai donc dans mes cartons un projet qui s'appellerait Viol et qui ferait l'apologie qui est un vrai bouquin, hein, c'est pas pour rire, c'est pas une connerie, c'est pas juste une promo, mais un bouquin qui ferait l'apologie du viol. Voilà, je rentrerai dans les détails de ça tout à l'heure quand on parlera de mes futurs projets.
Donc, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui. Alors, si, voilà, Joe Star, Monterland, Orelsan, je vais pas les défendre un par un, je vais dire autre chose après, mais juste Victor Hugo en particulier. Je vais vous raconter une anecdote piquante, abominable. Il y a une émission, un podcast radio d'histoire que j'aime plutôt bien et qui a au moins 2 grandes qualités. Le premier, c'est que c'est 5 fois 1 heure sur un sujet, donc ça permet de développer le sujet, c'est pas mal. Puis c'est avec un système de montage un peu docu-radio. J'aime bien cette forme-là où on mélange des choses qui sont dites avec d'autres sons, c'est formellement assez créatif. Et puis la deuxième qualité qu'il a, c'est que c'est jamais réalisé par la même personne. Donc ça évite la routine d'entendre un peu toujours les mêmes sons de cloche, ça c'est bien. Le revers de la médaille, c'est qu'évidemment, c'est extrêmement inégal entre des gens qui ont plus de talent et des gens qui en ont moins. Et en particulier, je m'étais précipité dans cette série sur la série sur Louise Michel, et ça va été fait par une glumeuse, par une féministe, qui a eu donc ces 5 heures pour parler de Louise Michel, Dieu sait qu'il y a des choses à dire, et la seule chose qui l'intéressait, c'est de montrer que Louise Michel était une féministe, c'est-à-dire qu'elle était d'accord avec elle, la dame qui fait l'émission, aujourd'hui, parce que quand même. Alors, entre autres, déjà, c'est la pire des erreurs qu'on peut faire sur une émission d'histoire, c'est l'anachronisme, c'est de juger des faits qui ont 2 siècles, ou 1 siècle et demi, sur des ressentis aujourd'hui, a fortiori sur des modes d'aujourd'hui. J'assume le mot mode, on y reviendra un petit peu plus tard, après d'autres questions au procès politique très, très vite. Et entre autres, pour vous dire que c'est pas juste moi qui ai un problème avec ça, c'est qu'entre autres, elle mettait Louise Michel et George Sand dans le même camp. Alors, n'importe qui connaît un tout petit peu la Commune, c'est d'une aberration et c'est une contre-vérité, mais incroyable. Alors oui, George Sand et Louise Michel étaient 2 femmes, c'est leur seul point de commun, ce qui importait beaucoup à la dame qui a fait l'émission, mais George Sand était anti-communarde à fond, comme c'est pas permis, et elle s'est réjouie de la mort et de l'assassinat des communards. Donc les maîtres Louise Michel, l'égérie de la Commune et des gens qui se sont réjouis de la semaine sanglante, faut quand même, c'est n'importe quoi, surtout dans une émission qui se prétend une émission d'histoire. Et entre autres, donc, cette dame-là parlait de la relation qui a été extrêmement proche entre Louise Michel et Victor Hugo. Victor Hugo était son mentor, elle connaissait ses textes par cœur, elle a pris son pseudo Enjolras dans la Commune, j'allais dire dans la Résistance, mais c'est presque ça l'idée. Dans la Commune, elle a pris son pseudo Enjolras en référence au personnage d'Enjolras des Misérables. Donc elle était complètement fan de Victor Hugo, ils ont une correspondance extrêmement fournie, ils se sont rencontrés plusieurs fois, etc. Et alors donc la seule chose qui importait à la dame qui faisait l'émission, c'était que Victor Hugo, il a rencontré Louise Michel, donc une femme, alors qu'on sait bien que c'était un prédateur sexuel. Alors ça, en 1870, parler de prédateur sexuel, qui est un mot on ne peut plus d'aujourd'hui. Mais comment faire ça dans une émission d'histoire? C'est que forcément, aller complètement... On ne peut pas trouver un bout de vérité avec ce genre de raccourci idiot. Ou alors, on prend tous les gens du 19e siècle et avant, puis ils étaient racistes, ils étaient pas écolos, ils étaient pas pour l'égalité d'hommes-femmes, mais bien sûr, c'était une autre société avec d'autres valeurs. Ça ne veut pas dire qu'elle était mieux, cette valeur, il faut faire attention. Mais ça n'avait aucun sens. Donc me ressortir aujourd'hui que Victor Hugo, prédateur sexuel, donc je ne devrais pas l'écrire dans mon texte parce que quand même Ted Bundy et tout ta question, pareil, tu ressors l'huile d'olive et puis tu vas te le remettre, tu vois, hop, tu ressors l'huile d'olive et puis comme ça. Et puis j'ajoute par-delà, plus généralement, que ça devient complètement dingue notre époque. Notre époque et nos milieux. Bon, je ne sais pas si j'appartiens à un milieu, mais en tout cas de ces milieux-là... gauchisto, rebelle, anarcho, alternos, ça devient une folie la cancel culture. Non mais à un moment, faut les mecs, on va en reparler à la toute fin de cette série d'interviews, à quel point, vous savez, j'ai préparé tout, parce que c'est très très important de reparler de la cancel culture, tout ça. C'est une folie ce qu'on devient. C'est-à-dire, dans un bouquin, je devrais dire « Ah merde, j'ai parlé, tu as dit quoi là? De Victor Hugo, j'ai parlé...
de Orelsan, j'ai parlé de Joe Star, j'ai parlé de Monterland, j'ai dû en parler plein d'autres, c'est plus possible. Il faut que je censure, comme on censure le nom des rues. Il faut changer le nom des rues, je peux pas dire ça. Donc j'ai le droit, là, j'écris un bouquin aujourd'hui, donc j'ai le droit de citer, j'ai le droit de Olympe de Gouges, hein, bon, ça y a pas de problème, et Virginie Despentes. Ben voilà, j'ai mes écrivains, plus Victor Hugo, bien sûr, mais Olympe de Gouges, et donc ça n'a rien à voir avec ce que je raconte dans mon bouquin, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de citer des gens politiquement corrects. C'est vraiment une folie, notre époque. Une folie. Donc, l'huile d'olive, hein, huile d'olive et l'intégrale de Victor Hugo. Bono, tu ne triches pas. Bono, huile d'olive et intégrale de Victor Hugo. Tu me diras ça, si c'est bien. Tu me dis... Faut que je fasse gaffe, c'est homophobe, ça. Je vais être encore plus censuré. C'est abominable. Allez, 2 nouvelles questions de Bichente de Cibourou, pour la peine. Vous avez vu comment j'ai travaillé mon basque pour poser les questions. De Bichente de Cibourou, qui te pose 2 questions de nouveau dans un esprit assez procès politique. Tu vas voir, ça va te faire plaisir. Bien, première question, tu sembles, dans les 9 salopards, associer féminicide à une novlangue et vouloir chambrer ceux qui tiqueraient de l'équivalent masculinicide. Si on te rétorque que ce dernier est surtout l'équivalent de racisme anti-blanc, tu chambres encore plus. Et deuxième question, penses-tu que féminicide soit un outil possiblement intéressant mais dévoyé par propagande, ou tu ne trouves jamais rien à redire au terme de crime passionnel? Une lecture selon l'axe du pouvoir genré n'a pas, pour toi, sa place dans les meurtres conjugaux, les violences au sein du couple. Fais attention à ce que tu vas répondre, Vaquette. Hein. Sinon, c'est les plumes et le goudron, hein, et la baignoire, et l'exécution au petit matin clair, et les Redskins qui viennent te taper à coups de batte de baseball parce que t'es un nazi, t'es un fasciste. Fasciste. J'ai des adorateurs du grand mythe vaquetien. Vous êtes merveilleux. Voilà, vous êtes merveilleux. Et comme vous avez... En fait, vous êtes merveilleux parce que c'est donc un livre dont on parle ici, Les 9 salopards, sur la justice. Et vous nous organisez un procès. C'est un bonheur. Alors, je vais essayer de répondre néanmoins très sérieusement à ta question qui est intéressante. Non, réellement. Alors, la première chose, comme tu le sais très sûrement, Bichente, plus qu'un autre encore. Quel teasing. Je ne dis rien. J'ai écrit Du champagne, un cadavre et des putes, et j'ai écrit le personnage d'Alice. Personnage d'Alice qui, à partir du tome 3, que vous allez avoir le bonheur de découvrir bientôt, hein, eh bien, vous l'apprendrez dans la suite de cette interview, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Bien, donc j'ai écrit à partir du tome 3, Alice devient une militante pro-pute et une militante féministe, individualiste, libertaire. Donc déjà, personne ne m'a forcé pour écrire ça, même si je la décris un peu en casse-couille militante, un peu chiante, quand même, si j'écris ça, c'est que ce qu'elle doit raconter, je dois le partager un petit peu. Voilà, ça rassure tout le monde. Et puis surtout, c'est que pour écrire tout ça, le bouquin fait 2500 pages, je le rappelle, donc pour écrire tout ça de façon relativement développée, tous ces passages de féminisme individualiste libertaire, j'ai un peu lu et compris le manuel niveau 0 des idées du féminisme, quoi. Donc, vas-y, prends-moi pour un con, et genre, le mec, il a rien compris avec tes questions, elle est bidon. Bon, évidemment, j'ai compris tout ça. Bon. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, tu écris, je vais pas te trahir, une lecture selon l'axe du pouvoir genré n'a pas pour toi sa place dans les meurtres conjugaux, les violences au sein du couple. Alors la réponse est oui, et encore oui. Hein, sans aucun bémol, je peux le répéter 5 fois, 10 fois, puisque c'est un procès politique. Oui, je regrette, j'ai été mal compris, voilà. Donc, évidemment, une lecture selon l'axe du pouvoir genré a totalement sa place dans les meurtres conjugaux, les violences au sein du couple. Donc ça, j'espère que tu es rassuré. Mais il me semble que le problème, il n'est pas ça du tout. Alors, deuxième chose,
Je vais répondre à ta deuxième question, puis après je vais un petit peu développer. Est-ce que l'équivalent, dis-tu, masculinicide est l'équivalent, le mot masculinicide est l'équivalent, non pas de féminicide, dis-tu, mais de racisme anti-blanc? Ça aussi, je suis d'accord. Je suis d'accord, et comme j'ai cette minimum de culture politique dont je parlais juste avant, qui m'a permis d'écrire Super Alice contre les sales putes, j'ai tout à fait conscience que structurellement, le racisme anti-bougnoul et le racisme anti-Babtou, le racisme anti-blanc, n'est pas la même chose que le racisme de la classe minoritaire contre une classe minoritaire dominée n'est pas la même chose que le racisme contre la classe majoritaire dominante. C'est ça me semble une évidence, c'est pas la peine de faire 3 heures là-dessus. Donc là-dessus, je suis entièrement d'accord. Alors, ce qui m'embête dans tout ça, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, c'est quand, en ça comme partout ailleurs, là où il faudrait mettre de la complexité et de l'intelligence, on met de la bêtise et de la simplification. Pour 2 raisons. D'abord parce que la plupart des gens sont bêtes, donc en particulier les militants, je serais tenté de dire, mais oublions ça. Et donc ils ont besoin de vérités simples, voilà, de vérités simples. On revient d'ailleurs à la fin d'une histoire de censure, comme quoi ma pensée est relativement cohérente. Les gens ont besoin d'une forme simple, et d'un fond simple. Voilà, c'est ça le militantisme souvent. Donc, masculinicide, racisme anti-blanc, ce qui est vrai, et puis lecture genrée, l'axe du pouvoir genré, interprétation de tous les meurtres conjugaux et toutes les violences au sein du couple. Et puis ça suffit, on a notre clé de compréhension, on réfléchit plus, c'est fini, etc. Sauf que 27% des violences au sein du couple, 27%, j'ai pas mal lu mon papier, c'est pas 2,7%, c'est pas 0,27%, c'est pas peanut, c'est 27%, c'est plus du quart, c'est moins du tiers, mais c'est plus du quart, voilà. Des violences au sein du couple sont des violences des femmes contre les hommes. C'est pas un délire, vous pouvez vérifier. La preuve, c'est que c'est dans mon roman Du champagne et cadavre des putes, parce que ça fait beaucoup réfléchir Alice qui se demande pourquoi on invisibilise à ce point-là plus d'un quart des violences au sein du couple. Parce que ça arrange tout le monde. Ça arrange les militantes féministes qui permettent de ne pas se complexifier et dire c'est les hommes tous des salauds, et puis ça arrange les militants masculinistes, parce que quand même un homme c'est pas un pédé, il n'est pas là pour se faire taper par les femmes, faut pas raconter ça. Bon. Et donc 27% des violences au sein du couple sont l'acte des femmes sur les hommes. Au passage, le procès que j'ai eu à juger, et qui est le thème de ce bouquin dont on parle ici, Les 9 salopards, c'est une femme qui a tué son compagnon. Bon. On va revenir éventuellement là-dessus. Donc 27% des violences au sein du couple et 17% des cas mortels. Ça veut dire que 17% des féminicides sont commis par des femmes sur des hommes. C'est ça que je veux dire quand je veux dire la simplification, elle aide à rien comprendre. Parce que tu fais comment? Si tous les meurtres au sein du couple sont appelés féminicides et sont une lecture genrée de la domination des hommes sur les femmes, comment tu expliques ces 27% de violence des femmes sur les hommes et 17% de meurtres? Eh bien c'est facile, et c'est le but, tu les expliques pas, tu en parles pas, tu les mets sous le tapis, hop, on en truc, et on réduit à quelque chose de simple, toutes les violences conjugales sont liées au pouvoir de la domination des hommes sur les femmes, et tous les meurtres à l'intérieur du couple sont forcément des féminicides, c'est la femme forcément la victime, et forcément l'homme le coupable. Eh bien c'est pas vrai. Ça veut pas dire que c'est 50-50. 27-17%, c'est pas 50-50. Évidemment, comme je l'ai dit, je peux le répéter, l'axe du pouvoir genré, tout ça, permet une grille de compréhension très évidente, bien sûr, mais elle suffit pas seule, et que si on veut comprendre les choses profondément, il faut sortir des choses trop simples. Ça, c'est la troisième chose que je voulais dire.
Et la quatrième chose que je voulais dire, tu me demandes, tu parles de toi-même, que j'associe féminicide à une novlangue. Et ça, c'est intéressant, parce que ça, c'est l'autre chose qui me gêne. Et c'est la même chose, évidemment, que la simplification et la bêtise dont je parlais tout à l'heure. C'est que le mot féminicide n'a pas été créé comme ça, par hasard, pour décrire une réalité objective scientifique. C'est pas vrai. Féminicide, tout le monde qui l'emploie va entendre génocide. Ça n'a pas été construit par hasard. Ça a été construit pour entendre génocide. Hein, c'est-à-dire un pouvoir dominant qui décide de détruire systématiquement une minorité. Les Turcs avec les Arméniens, les nazis avec les Juifs, les Hutus, Tutsi, Hutus, etc., etc., etc. Il y en a eu d'autres dans l'histoire, j'imagine. Or ça, c'est complètement imbécile. Parce que même les pires masculinicides, machos, sexistes, tout ce que tu veux, mais ils n'ont pas envie de tuer toutes les femmes. Parce que d'abord, ils n'auraient plus personne pour baiser, et ils n'auraient plus personne pour faire leur vaisselle. Donc c'est complètement... Qu'il y ait un complot global d'un pouvoir dominant, ensuite les femmes c'est 50% de la population, donc c'est même pas une portion minoritaire, mais on peut dire qu'elle est dominée, elle n'a pas accès aux armes, aujourd'hui tu parles. Mais admettons qu'il y ait une volonté de l'ensemble du pouvoir masculin de détruire physiquement, de tuer toutes les femmes. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est pas vrai. Donc ce mot-là, il porte en lui quelque chose qui est faux. Non seulement qui est faux, mais qui cherche à faire peur. Et moi qui ai beaucoup étudié la prostitution, et en particulier, entre autres, le travail des associations qui se disent abolitionnistes, les associations anti-prostitution, j'ai appris, j'ai beaucoup étudié leurs moyens d'action, qui sont absolument dégueulasses, et qui sont fondés justement, la simplification, la bêtise, on est en plein dedans. Et entre autres, il y a un des procédés qu'elles utilisent systématiquement, qui est l'horribilisation. Hein, c'est une traduction en français d'un mot américain forcément, puisque tout ça vient de là-bas, qui s'appelle awfulisation, horribilisation. Donc le but, c'est pas qu'il y ait la prostitution n'est pas plein de réalités qui peuvent être complexes, différentes. Non, c'est une seule absolument réalité horrible. Hein, au passage, c'est exactement les mêmes techniques, par les mêmes. Je vous laisse réfléchir à ça, mais c'est très longuement développé dans Du champagne à cadavre et des putes, vous verrez ça. C'est les mêmes techniques utilisées par les personnes qui sont contre l'avortement. Hein, tous les avortements, et un seul type d'avortement, c'est horrible, les filles sont traumatisées, les femmes sont traumatisées après, non, mais moi je l'ai bien vécu, mieux que si j'avais eu un gosse pas voulu. Non, t'es traumatisé, c'est horrible, c'est ces espèces de bouchées, etc. C'est les mêmes techniques qui sont utilisées par les anti-prostitution et par les anti-avortements. Et là, on a à nouveau la même technique utilisée par les féministes. Il faut faire peur. T'es en couple avec ton mec, c'est un inouï d'amour, il t'a jamais tapé, il est gentil, ça n'existe pas. C'est un homme donc il veut ta destruction, ne lui tourne jamais le dos, il veut te tuer, il veut commettre un féminicide. Les hommes gentils, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et peur. Alors en plus, ça rejoint ce que je dis, ce que j'ai dit dans la conjuration de la peur. Mais ça aussi, on y reviendra comme par hasard. C'est cette espèce ce qui type notre époque, c'est que à gauche comme à droite, les gens qui se disent à gauche comme à droite, les militants d'un bord, de l'autre, tout le monde veut nous faire peur pour tout. Donc, d'où la technique d'horribilisation. Tout doit être horrible. Et cette technique de féminicide, ce mot féminicide, porte en lui la peur. Et je pense pas que les relations hommes-femmes, comme toutes les relations entre les individus, hein, quels qu'ils soient, quelle que soit leur orientation sexuelle, leur race, leur religion, etc., je pense pas que c'est très sain de les faire vivre dans la peur. Parce que la peur n'empêche pas le danger, mais par contre, elle crée le danger. Parce que quand tu as peur, tu deviens agressif, etc. Donc, ce mot féminicide est un mot qui dit pas la vérité. Hein, on l'a vu. Non, il n'y a pas un pouvoir des hommes qui cherchent à tuer les femmes. Et il conduit à séparer, à créer des tensions, créer des peurs à l'intérieur des relations hommes-femmes qui est très malsaine. Donc c'est vraiment un mot qui a été délibérément utilisé et que je trouve extrêmement malsain et que je refuse à trouver légitime, bien que, je répète, je comprends tout à fait la dimension genrée des violences intercouples et je comprends complètement l'autre chose. Oui, c'est ça, et que le masculinicide est l'équivalent du racisme anti-blanc, tout ça, je suis d'accord, mais pas avec le reste.
Pour répondre à la question du choix entre les mots féminicide et crime passionnel, je précise, si j'ai pas été clair, qu'on ferait mieux, si on s'en tient à moins mal appréhender des réalités polymorphes et complexes, de s'en tenir à des termes neutres, objectifs, scientifiques, ceux de violence conjugale et de meurtres conjugaux, plutôt que de chercher à remplacer une construction idéologique par une autre, en évinçant crime passionnel, voire crime d'honneur, au profit de féminicide qui est, lui aussi, tendancieux, porteur d'un biais, marqueur d'une époque, d'un conformisme de pensée, pour ne pas dire d'une doxa qui semblera démodée d'ici une décennie ou deux, et qui ne décrit délibérément, comme crime passionnel, qu'une partie de la réalité. Ça n'exclut pas, bien sûr et bien au contraire, de chercher à comprendre les forces sociales et humaines, conscientes et inconscientes, qui se cachent derrière ces réalités. En particulier, je le répète au besoin, en les examinant selon l'axe du pouvoir genré. Hein? Et puis si tu me reposes une autre question du même genre, Bichente, toi aussi, ah, et oui, voilà, tu vas sortir l'huile d'olive, toi aussi, hein, et puis avec un peu, comme Bichente, de Cibourou, un peu de piment d'Espelette. Et oui, et ça va brûler le cul, ça va brûler le cul. Je poursuis, oui, parce qu'il y a tout ça à lire, il y a tout ça à lire, il y a 100 questions, messieurs, dames, ils sont fous les internautes, il y a 100 questions, là, c'est horrible. Je poursuis. Page 2. Bichente de Cibourou, hein, toujours lui. Ah, enfin, là, c'est sympathique, c'est plus un procès politique. Ou quoique, ça va mal tourner dans la question, tu vas voir. Bichente de Cibourou, bien convaincu par ton mini-manifeste sur le cinéma dans le dernier chapitre des 9 salopards. Je perçois ce qu'il peut y avoir de condescendant, d'unilatéral, de reproduction de clichés stigmatisants dans Requiem for a Dream ou The Wrestler, par exemple, hein, Requiem for a Dream ou The Wrestler. Curieux cependant de savoir comment tu ressens la trilogie paysanne de Depardon, le film Ressources humaines de Cantet, ou encore la vision de la banlieue dans Dipan. Il me semble difficile de les voir au même niveau que les réas que tu pourfends, mais j'ai vu passer des critiques qui pouvaient sembler approchantes. Ça te parle? Tu comprends les malaises? Non, je ne comprends pas les... Enfin, si. Ça me parle un peu ce que tu dis et je comprends un peu les malaises. Mais je vois pas du tout le rapport avec ce que je raconte dans le bouquin. Voilà. Alors, je vais résumer, peut-être pour toi si tu ne l'as pas bien compris et pour les autres, ce que moi je raconte dans le bouquin. Je m'attaque à ces cinéastes que je cite, dont je cite quelques-uns, qui montrent les marginaux, les déviants sociaux, sous un jour défavorable. Et ça, ça conduit nécessairement à un objet politique qui consiste à légitimer les non-marginaux, les non-déviants sociaux, donc légitimer l'ordre social. Hein. Oh là 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 là, ces drogués-là, putain, c'est des merdes, heureusement, moi je me drogue pas, je vais travailler tous les jours, je suis 4 sup, c'est mieux. Oh là 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 là, les putes, oh là là, les pauvres, oh là là, les clochards, etc. Bon, donc ça légitime un pouvoir. C'est à ça contre... Je pense que mon texte est très clair, c'est ça que j'attaque. La façon dont, par exemple, je cite plusieurs exemples, vous irez lire ça, c'est dans le dernier chapitre donc, des 9 salopards, la façon dont, par exemple, les pushers, où il y a beaucoup de talent, hein, je ne dis pas du tout le contraire, mais montrent les bandits, quoi, les délinquants, comme des saloperies, finalement, ben forcément, ça légitime, ça rend bien, ça rend beau la justice, la police, l'ordre, le pouvoir. C'est le contraire de ce que je fais dans mon bouquin, Les 9 salopards, justement. C'est ce que je racontais tout à l'heure. En me foutant de la gueule du juge ou de l'avocat général, je participe un peu modestement, par le rire, à délégitimer les pouvoirs constitués. Pusher, c'est le contraire. Il délégitime les marginaux, les déviants, donc il légitime le pouvoir constitué. Donc ça, c'est ce que je raconte dans mon texte.
Toi, tous les exemples que tu me cites, la trilogie paysanne de Pardon, le Ressources humaines de Cantet et d'Ipan, c'est pas ça. C'est pas ça. Pour moi, en tout cas, pour la lecture que j'en ai. Qu'on puisse regarder la trilogie paysanne en disant « Oh là là, putain, les pauvres, les paysans, les cassos, c'est pas terrible. Et je suis bien content, moi, de pas être ça. Oui, je comprends évidemment le malaise. Mais c'est pas présenté comme ça par Depardon. C'est pas sa volonté. Sa volonté n'est pas de montrer d'une façon dégueulasse ces gens-là, c'est de montrer d'une façon humaine et juste, avec beaucoup d'empathie et beaucoup de bienveillance et de compréhension. C'est pas délibérément de s'en moquer. De la même façon, dans Dipan, il ne montre pas la banlieue. C'est difficile de reprocher à Jacques Audiard parce que dans Dipan, il montrait la violence de banlieue, de finalement légitimer les pouvoirs constitués de police et de justice, lui qui a fait un prophète. Et un prophète qui montre justement qu'un chemin de bonheur peut être dans la délinquance. Donc, moi, ça me semble à côté. Quant au film de Cantet, c'est pareil. En fait, si on suit ton raisonnement, Cantet serait un cinéaste de droite. Bah, finalement, il montrerait, en montrant que les pauvres sont des cons, il dirait et que les syndicalistes sont des pauvres, les gens en bas de l'échelle dans l'entreprise sont des cons. Bah, finalement, il légitimerait l'encadrement, la répression, le capitalisme, tout ça. C'est un contresens complet. Donc effectivement, il montre quelqu'un qui vient du bas de l'échelle sociale et qui est pas simple. On revient à ce que je disais sur les questions... Alors peut-être que les militants ont besoin effectivement, toujours la même histoire, de choses binaires, simples, sans nuances, et ont besoin, si on te montre un syndicaliste, il doit être parfait, quand il va chier, il sent la rose, etc. Et puis tu fais le rendez-vous des quais, qui est un film fantastique, au passage. Je suis pas en train de cracher sur ce film-là, mais qui te montre d'une seule façon la réalité. Effectivement, ce qui est intéressant dans le travail de Cantet, et dans ce film-là, Ressources humaines en particulier, c'est que c'est beaucoup plus nuancé. On le montre à ce type-là, avec ses fêlures, avec ses problèmes, avec ses traumas, avec plein de choses. Mais en déduire que dans les 3 films que tu as cités, il y a délibérément la volonté de montrer sous un jour défavorable les marginaux et les déviants sociaux, ça me semble pas du tout le cas, ça me semble un contresens. Ah! On change complètement de sujet, fini les procès politiques, et place à... Tu vas voir. Plusieurs questions sur ce sujet qui asticotent les lecteurs. Alors bien, la première est de Bono de Molène. Dans Les 9 salopards, tu insistes à plusieurs reprises à propos d'une jeune stagiaire qui semble t'avoir pour le moins ému. Doit-on en conclure que la publication de Du Champagne, un cadavre et des putes t'a empêché de ken pendant plus de 10 ans? Alors, Bono, et les autres, je ne vais pas du tout esquiver la question et je vais te répondre franco. La réponse est oui. Et un peu plus tard, donc à la fin, un peu plus tard dans l'interview, on parlera toujours de mes futurs projets, comme promis, et il y a un de ces projets qui s'appelle Tinder, qui serait un genre de... comme je l'imaginerais, ou comme je l'imagine, qui serait un genre de morceau comme La Conjuration de la peur, donc un genre de rap de 35 minutes, un peu bizarre, et qui serait un prétexte de faire ma petite annonce Tinder, pour trouver une nouvelle meuf. Et ce serait évidemment le prétexte de raconter mon rapport aux femmes, mon rapport à l'amour, plein de choses. Mais ça parlerait aussi de ça, que pendant 10 ans, pendant l'écriture du Champagne et cadavre et des putes, oui, j'ai pas ken et j'ai rien fait. J'ai juste fait, enfin j'ai pas rien fait, on parlera tout à l'heure aussi, je fais du sport quand même un peu. Mais heureusement, parce que sinon j'aurais rien eu comme vie. Mais j'ai fait que travailler sur ce bouquin. Je lui, tu entends roman, salaud, je t'ai sacrifié mes plus belles
mes plus belles années, je t'ai sacrifié mes plus belles années, et toi après tu me laisses tomber, tu m'as même pas trouvé d'éditeur, de prix Goncourt, rien, tu me laisses comme une vieille chaussette, moisie, sans meuf après 10 ans, parce que je t'ai écrit. Donc j'ai passé... Bien, j'ai donc passé... donc dans Tinder, voilà ce que je voulais dire. Je voulais raconter ce passage-là en prenant l'analogie de la peau de chagrin. Ce bouquin, c'est vraiment la peau de chagrin. C'est-à-dire, je lui ai demandé de réaliser ce qui était mon souhait le plus fantastique, qui était d'écrire un très grand roman qui me rendrait fier. Je lui ai demandé à la peau de chagrin de me permettre d'écrire un aussi grand roman que Les Misérables de Victor Hugo. Alors, peut-être que la peau de chagrin était un peu usée, peut-être que j'ai pas fait exactement aussi bien, mais en tout cas, j'ai fait, je crois, quelque chose de bien qui me rend aussi fier que, tout ça on y reviendra, que quand j'ai écrit La Conjuration de la peur et que je rêvais d'écrire des morceaux aussi fantastiques que ceux de Léo Ferré. Et cette peau de chagrin, elle m'a dit, voilà, je te le donne, ton grand roman. Et puis elle s'est réduite. Et cette réduction de la peau de chagrin, c'est ces 10 ans qui sont passés. À 40 ans, j'étais beau. J'étais bien foutu. Et maintenant, vous avez vu, je suis vieux. Oui, parce que j'ai fait un pacte avec le diable en plus de la peau de chagrin. Voilà, donc je vieillis pas. Ah, et c'est même pas du Photoshop et je me teins pas les cheveux. Oui, ça rend jaloux, messieurs. Je comprends. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis vieux, j'ai pas de meuf, mais heureusement, grâce à cette interview et grâce aux 9 salopards, je vais en trouver une. Et oui, donc j'ai la peau de chagrin qui s'est réduite. J'ai réalisé mon rêve, mais j'ai perdu 10 ans qu'on ne rattrape plus jamais de mes plus belles années. Tonton salaud, salaud de roman, tu m'as volé mes plus belles années. Alex rebondit sur le même sujet. Mademoiselle, madame, qui tu sais, a-t-elle reçu son exemplaire dédicacé avec réaction de sa part, telle qu'espérée de la tienne? Bon, tu l'as niqué, quoi. Tu l'as niqué, la stagiaire, quoi. Vaquette, putain. Tu l'as niqué, la stagiaire? Alors, pareil, je ne vais pas esquiver la question. Donc, on verra un petit peu plus loin que Madame l'accusée a reçu son exemplaire. Elle l'a reçu car je l'ai envoyé son exemplaire à la curatrice de l'accusé à qui j'ai également envoyé au même moment l'exemplaire pour Madame la stagiaire. La dernière fois, c'était il y a peut-être 2 mois que j'ai vu la curatrice de l'accusé, elle m'a dit qu'elle ne l'avait pas encore remis à la stagiaire parce qu'elle ne l'avait pas encore croisé, mais qu'elle le mettait de côté, qu'elle allait lui donner dès qu'elle la croiserait. Donc, 2 mois plus tard, est-ce qu'elle lui a déjà remis ou pas encore? Donc, je ne peux pas vraiment répondre à ta question de savoir si elle l'a eu en main ou pas. Ce que je peux répondre, c'est qu'elle ne m'a pas encore appelé ni envoyé un mail. Donc, mon cœur est brisé. Voilà. Et c'est pas encore comme ça que je vais ken. Putain de merde. Par contre, voilà, c'est ça que je voulais raconter. Je lui ai envoyé une super dédicace à la stagiaire de la curatrice. Je lui ai dit de 2 choses l'une. Soit la façon dont j'ai fait d'elle un personnage dans ce bouquin l'a fait rire, l'a fait plus ou moins rire, l'a fait sourire, peut-être, j'ai été modeste, l'a fait sourire et puis tout est pour le mieux, c'est merveilleux. Soit ça l'a outré, elle juge que c'est scandaleux, elle juge que c'est du harcèlement littéraire, et elle va porter plainte. Dans tous les cas, ai-je mis donc dans ma dédicace, dans tous les cas, on va se revoir bientôt, madame, mademoiselle, soit devant un verre, soit au tribunal. Voilà, vous pouvez faire vos paris en ligne, brûler des cierges pour moi, en espérant que madame la curatrice, madame, mademoiselle, la stagiaire de la curatrice de l'accusé, me contacte enfin, que nous vivions une folle histoire d'amour et que, comme Alice et Lawrence, nous allions aux 4 coins du monde dépenser plein d'argent, voir des musées fantastiques et baiser partout. T'entends ça? Oh putain, ça va être chaud. Bien. Dèdre poursuit sur le même sujet, hein, ou pas, hein, ça va dépendre de ta réponse, c'est à toi de nous dire si c'est le même sujet
ou pas, Dèdre te demande, si tu pouvais t'assurer qu'une personne précise lise attentivement les 9 salopards, quelle serait-elle et pourquoi? Et elle ajoute, même question bien sûr, pour du champagne, un cadavre et des putes. Alors je vais éviter de dire que c'est une excellente question parce que sinon les autres vont être jaloux en disant bah ouais ma question n'était pas excellente, il a pas dit salaud, de toute façon j'achèterai plus ces bouquins, connard. Donc ce n'est pas une meilleure question que les autres, mais c'est une question c'est une excellente question, bref. Donc parce qu'on écrit un bouquin, on fait des films, on fait des spectacles, etc. On fait des tableaux, j'imagine. Je ne commande pas d'ailleurs ce qu'il y a derrière moi, mais le cœur y est. On produit des choses comme ça pour plein de raisons, plus ou moins avouables, qu'on s'avoue plus ou moins, qui soient plutôt frimantes ou pas, il y en a plein. Donc on revient aux questions précédentes, se faire des gonzesses après les concerts, voilà, gagner plein d'argent, devenir riche et célèbre, que ses parents soient fiers de nous ou qu'on ait plus honte, son ego qui est une drogue abominable, avoir le sentiment de faire quelque chose de sa vie, savoir, je dis dans mon premier roman, je gagne toujours à la fin, je dis je voulais construire un monde à ma mesure, simplement pour savoir quelle était ma mesure. Ça c'est toujours aussi vrai, j'ai voulu écrire du champagne, et cadavres et des putes, je disais tout à l'heure, pour savoir si j'étais au niveau de Victor Hugo, quoi, pour relever le défi. J'ai voulu écrire Crevez tous le CD pour savoir si j'étais au niveau des grandes chansons de la fin de Ferré. Bon, voilà. Donc on le fait pour savoir ce qu'on vaut, pour plein de raisons, plus ou moins avouables, plus ou moins frimantes, etc. Et on le fait également pour le public, en général. Si tant est que ça veut dire quelque chose, si tant est que ça ne soit pas la même chose que ce que j'ai dit juste avant, l'ego. Bon. Mais on en arrive là à ta question, on écrit aussi chaque œuvre précisément pour une ou quelques personnes précises. Et quand ces personnes lisent ces livres, ou voient les films, ou regardent les tableaux, etc., et aiment, sont touchés par ce qu'on a fait, voire plus, sont enthousiastes, alors là, c'est l'une des choses les plus fantastiques du monde, quoi, qui justifie tout le travail et qui rend merveilleusement heureux. Et à l'inverse, quand ces personnes-là ne lisent pas le livre, vont pas voir le concert, etc., ou lisent le livre et puis ne l'aiment pas, ou ouais, c'est pas mal, ça c'est le pire, la phrase, ouais, c'est pas mal, c'est cool. Ah, ça, c'est la chose la plus blessante et la plus douloureuse au monde. Donc c'est de façon générale ce que je voulais répondre à ta question. Ensuite, plus précisément, donc, tu me demandes quelle personne précise pour les 9 salopards. Donc, bien évidemment, la première personne, ça aurait été, parce que j'y croyais pas trop, Madame l'accusée, évidemment. Et ça a été un miracle. Elle l'a lu. Enfin, un miracle, je dis pas ça vis-à-vis d'elle, vis-à-vis du manque de confiance que j'avais en moi là-dessus, quoi. Et elle l'a lu. Et elle a, sans me le dire, elle ne m'a pas contacté du tout, mais elle a été sur Internet publier un tour de lecteur. C'est même pas moi qui l'ai découvert. C'est quelqu'un qui m'a dit hey, t'as vu, il y a ça. Oh, je suis tombé là-dessus, puis ça a illuminé complètement ma journée. C'était absolument extraordinaire. Ça m'a rendu follement heureux la journée, puis les jours suivants. C'était extraordinairement enthousiasmant. Donc ça, c'était fantastique. Donc ça, c'était évidemment la première personne. La deuxième personne... c'est l'avocate dont je parle longuement dans le bouquin, et pareil, ça, elle a lu le bouquin, elle, j'avais pareil très peur en me disant, elle va être tentée de lire pour voir ce que je dis sur elle, mais quand elle va commencer le chapitre et que ça parle où je dis, je suis un nazi, si la meuf, elle n'a pas un peu d'humour et de ce genre d'humour, elle va arriver, elle va dire, c'est qui ce fou là qui m'envoie ça, mais poubelle directe. Et elle a beaucoup aimé le bouquin, et ça l'a beaucoup touchée. Elle m'a envoyé un mail super touchant. Elle m'a dit que les jours où ça irait pas, elle relirait ce passage et que ça la ragaillardirait. Donc, réciproquement, moi, ça m'a ragaillardi aussi. Donc, je garde son mail pour le relire, pour me ragaillardir quand j'en aurai besoin. Donc, ça, c'était la deuxième personne et je suis follement heureux de ça. La troisième personne, c'est donc, je l'avoue, mais réellement, la curatrice, la stagiaire de la curatrice de l'accusé, la stagiaire. Et...
Et c'est pas que libidinal. Il y a une dimension libidinale, mais il y a, je dirais, pour être vraiment honnête, il y a avant tout une dimension ludique, quoi. Je veux dire, si demain je reçois un mail ou un coup de fil et qu'elle me dit « Yo, écoute, ça m'a fait trop gaulerie, on va boire un verre », wow, je vais halluciner, je vais être follement heureux. Et puis, je vais ajouter une quatrième personne auquel je pensais pas vraiment, mais ça m'a énormément touché. Je vais pas trop dire qui c'est, mais elle se reconnaîtra évidemment. C'est quelqu'un qui, si elle continue comme ça, dans 15 ans, pourrait avoir, qui a déjà pas mal le même parcours que Madame l'accusée, et dans 15 ans, quand elle aura son âge, pourrait avoir le même parcours. Et elle est tombée sur ce bouquin, cette personne en question, et elle a eu exactement cette lecture-là. Et pas qu'un peu, puisque le bouquin l'a énormément touché. Elle me cite des passages par cœur, donc c'est que ça a dû vraiment la toucher. Et elle me dit « Ouh là là, je me suis pris une grosse claque et je me suis rendu compte que si je continue, et je veux pas continuer parce que je vais devenir ça, et là il faut que... Voilà, j'arrête... pareil, je rentre pas dans les détails, mais il faut que j'arrête un certain nombre de choses parce que ça m'amène pas vers un avenir radieux, donc ça m'a énormément touché. » Donc ça, c'est pour les 9 salopards. Et puis pour du champagne et cadavre et des putes, alors je vais faire la réponse en 2 temps, vu que si on veut c'est un double roman, c'est un roman politique d'une part et un roman d'amour d'autre part, donc je vais commencer par le roman politique. Donc j'imagine que les personnes que je précise, que je voudrais qu'elles... personnes précises dont je serais très heureux qu'elles les lisent, pardon, c'est les militantes pro-putes en général, les putes en général, et les militantes pro-putes en général, ça veut dire aussi les associations de défense des putes comme Cabiria à Lyon ou Griselidis à Toulouse, etc., le bus des femmes, etc., d'autres choses en Belgique, en Suisse, bon, etc. Donc ça de façon générale, et plus particulièrement les quelques-unes que je cite précisément, les militantes que je cite précisément dans le bouquin. Donc pour être sûr de ne pas oublier, j'ai noté, mais il y a évidemment Maîtresse Nikita et Zezeta Star, hein, je cite leur pseudo, parce que en particulier Thierry S., si j'essaye de citer son vrai nom, je vais encore me crotter en le citant mal, donc voilà. Mais Maîtresse Nikita et Zezeta Star, respect. Morgane Merteuil, bien évidemment. Et puis, bien évidemment aussi, Claire Cartonnet, voilà, qui, elle, a eu le tome 1. Bon, elle m'a jamais dit ce qu'elle en avait pensé, donc elle m'a pas réclamé la suite. Donc bon, voilà, mais en tout cas, ça me toucherait énormément que ces gens-là le lisent et me disent ce qu'elles ont aimé. D'ailleurs, au passage, je lance un appel. Hein. S'il y a l'une de vous, je précise l'une de vous, il faut que ce soit une femme, qui se sent l'âme d'une attachée de presse et qui a envie de faire gracieusement, parce que j'ai pas d'argent, ce travail militant et de se dire au moment de la sortie du tome 3, ben moi je vais aller contacter toutes ces figures du mouvement pro-pute et puis je vais les saouler pour qu'elles reçoivent ton bouquin et qu'elles le lisent, ben ça me ferait très plaisir et puis ça ferait je pense que ça aurait un sens militant. Donc si l'une de vous a envie de faire ce travail sérieusement, parce qu'évidemment si c'est un homme ou si c'est moi, ça fait déjà c'est un homme, c'est suspect, et puis ça fait mec qui veut avoir son petit caca d'ego et bon ton bouquin, ok, je te dirai pas. Donc si c'est une femme qui aime mon travail, qui se dit non mais vous devriez lire ça, Madame Merteuil, vous devriez lire ça, Maîtresse Nikita, vous devriez lire ça, Zezeta Star, vous devriez lire ça, Claire Cartonnet, voilà. Et puis j'ajoute Catherine Deschamps et Anne Souris. D'abord parce qu'elles ont écrit un super bouquin avec lequel je suis en totale fraternité, qui s'appelle Femme publique. Je suis en totale fraternité sur le propos, et qui a en particulier une dédicace extraordinaire que j'aurais voulu trouver. Elle est fabuleuse, leur dédicace. Je vais la citer de mémoire, mais je crois que c'est à toutes les prostituées qui, pendant longtemps, n'ont eu que leur tatouage pour parler d'elles. Pour raconter leur vie, peut-être c'est ça, leur tatouage pour raconter leur vie. C'est magnifique, quoi. Et puis, comme en plus, je suis un enculé d'arriviste, il me semble que Anne Souris est devenue adjointe à la mairie de Paris. Donc, une fois qu'elle aura trouvé mon bouquin merveilleux et qu'elle trouvera l'ensemble de mon travail merveilleux, eh bien, elle me filera un emploi fictif. Je vais pas bosser en vrai, ça faut pas déconner. Ça c'est non négociable. Mais un emploi fictif à la mairie de Paris, voilà, ça je suis à fond pour. Et puis un théâtre à gérer où je ferai passer Coste et Vaquette. Alors là, franchement,
franchement, Anne, hein, si tu nous entends, hésite pas, un boulot, un théâtre avec un gros salaire pour le gérer, et ça va être le lieu de l'underground à Paris. Ce sera trop bien, on insultera la maire de Paris, tout ça, ça sera trop bien. Voilà. Et puis j'ajoute aussi, puisque histoire d'être exhaustif sur ma liste, Griselidis Réal, mais comme elle est morte, il y a peu de chances qu'elle lise mon roman. Mais par contre, il y a un lecteur suisse qui l'a déposé sur sa tombe, le bouquin. J'avais trouvé ça fantastique, ça m'avait vraiment fait hyper plaisir. Voilà. Et puis on va citer également Wendy McElroy, qui est une penseure individualiste, libertaire, féministe, qui a une profondeur de pensée fantastique que je conseille, mais qui, comme elle est anglophone, à moins vraiment d'un succès incroyable qui ferait que je serais traduit en anglais, il y a peu de chances qu'elle le lise. Et puis Paola Tabet, pareil, qui parle pas, à moins que mon bouquin soit traduit en italien, mais on peut toujours rêver. Voilà, j'ai cité. Et puis les autres personnes, alors là, sans doute le plus important, où je serais très heureux qu'elles le lisent, hein, c'est la partie roman d'amour, c'est les 5 femmes de ma vie. Et aucune l'a lu. Voilà, aucune n'a lu ce bouquin. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est horriblement blessant. Voilà, se dire, mais je vous ai montré la plus belle partie de moi et comment je vous ai aimé. Et ouais, mais tu nous as pas aimé que nous, tu vois, parce qu'on est 5 et tu parles des autres en même temps. Donc, j'ai pas envie de le lire, ton bouquin, tu vois. Il y en a même une que je cite pas, qui très, très, très récemment, on parlait de cette interview, donc je parlais de cette question précise, et elle m'a envoyé un SMS me dire, tu sais, il y a longtemps que j'ai compris que je n'étais pas cette personne précise, sous-entendu cette unique personne précise. Voilà. Voilà. Et à cause de ça, mais alors déjà, j'ai pas Ken, et puis mon cœur est brisé, mais il y a personne qui m'aime, et puis c'est horrible. J'ai une vie de merde, c'est affreux. C'est... Bon, bien, alors, question suivante. JH te pose cette question. Je voudrais avoir ton avis sur pourquoi j'ai frappé dans le tas. Alors, pour ceux éventuellement qui n'ont pas lu Les 9 salopards, on va juste contextualiser pour que ça soit compris. Voilà pourquoi j'ai frappé dans le tas. C'est un bonus à la fin qui est un texte, c'est la déclaration aux assises d'un jeune terroriste anarchiste à la fin du 19e siècle qui va être condamné à la guillotine pour les meurtres qu'il a pu faire lors d'attentats. Donc JH, ouvrez les guillemets, je voudrais avoir ton avis sur pourquoi j'ai frappé dans le tas, concernant l'idéologie du monsieur, son glissement vers l'anarchisme, puis le terrorisme, le ressort de son geste criminel, etc. Alors, je vais être très 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 clair. Moi, j'ai publié 100% un texte. J'ai pas publié un manifeste politique dont je partage de près ou de loin ou même un peu les idées. J'ai publié un texte, uniquement. Voilà. C'est un texte que j'ai lu un jour, je l'explique dans la petite présentation que je fais. Il m'a énormément touché. À chaque fois quand j'ai dû le republier, je l'ai relu d'autres fois. Je trouve que c'est un texte fantastique. Donc je ne vais pas dire que c'est la dimension uniquement littéraire, dans le sens c'est l'ordre des mots et des virgules qui me plaît. C'est évidemment les sentiments du monsieur, cette révolte à fleur de peau, tout ça. Mais c'est cette dimension-là. Ça n'inclut rien, d'aucune manière sur ce qu'il fait. Alors moi, j'ai toujours personnellement eu un engagement, c'est un mot un peu pompeux, mais oui, des convictions pacifistes et non violentes. Non violentes, hein, sauf avec les meufs quand elles veulent pas aller faire la vaisselle, tu vois. Ça, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et je te féminicide la gueule si tu vas pas faire la vaisselle. Mais sinon, je suis non violent et pacifiste, donc je me vois pas du tout défendre son acte. Par contre, j'ai envie de défendre son texte. Voilà. Parce que on revient tout à l'heure à ce que je disais tout à l'heure, mon côté socialiste en citant, je sais plus quoi, en citant Benabar. Comme citoyen honnête, je suis peut-être plus proche de Benabar je suis sans doute plus proche je suis assurément plus proche de Benabar, des idées, si on peut appeler ça des idées de Benabar, que des idées de Émile Henry, le terroriste anarchiste.
cas des actes d'Émile Henry. Par contre, Benabar, je trouve ça nul à chier, ça me parle pas, j'ai pas envie d'écouter ces chansons de merde, alors que ce texte-là, j'ai envie de le lire. Donc voilà, c'est un texte que j'ai publié, pas ça. Et la deuxième chose que je veux raconter là-dessus, c'est le camarade dont je parlais tout à l'heure, qui a fait du terrorisme anarchiste dans les années 70. Un jour, on parlait de mes chansons, et puis je lui disais, tu sais, moi je ferme un peu ma gueule vis-à-vis de toi, parce que jouer au grand rebelle parce qu'on écrit des chansons, tu vois, toi, bon, t'as posé des bombes, quoi, c'est autre chose. Et il m'a fait, oulala, Vaquette, oulala, non, 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 non. Non, 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 moi j'ai posé des bombes, tu sais. Je les ai posées, à chaque fois que je les mettais, je revenais 3 fois, quitte à me faire griller, pour être sûr qu'il y avait personne qui passait autour. J'avais tellement peur de tuer quelqu'un. Et puis j'ai jamais tué quelqu'un, c'était fait pour pas tuer quelqu'un. Mais j'ai jamais tué quelqu'un. Mais si j'avais dû tuer quelqu'un, j'aurais été détruit toute ma vie, quoi. Et petit un ça, et d'autre part, force est de constater que ces bombes, elles ont servi à rien. Elles n'ont pas changé du tout la société. En France, elles n'ont rien changé. Quant à Franco, il n'est pas parti à cause des attentats terroristes, Franco. Il n'est pas parti grâce à la lutte armée, il est parti parce que, pour d'autres raisons, parce qu'il a fait son temps, parce qu'il est mort et que le roi a demandé un régime démocratique. Je ne rentre pas dans les détails. Donc, voilà, il me dit, moi, ce que j'ai fait, ça a servi à rien. Et puis, fort heureusement, j'ai pas tué des gens, mais j'aurais pu faire des choses négatives. J'ai rien fait de positif, j'aurais pu faire des choses négatives. Alors que toi, finalement, ben, déjà, t'es sûr de ne pas avoir fait de choses négatives, parce que, je vais répéter ça pour la millième fois, mais on ne meurt pas de rire, quoi. Mort aux Juifs, ça n'a tué personne. Voilà. Mort aux Juifs, ça n'a tué personne. Mes autres chansons, elles ont tué personne. Hein, on ne meurt pas de rire. On meurt pas de rire. On meurt pas à cause d'une chanson. Quoi qu'on fasse. Les pires conneries que je dis sur monsieur le président ou monsieur l'avocat général dans mon bouquin dont on parle ici, Les 9 salopards, alors oui, ils auront peut-être des blessures d'orgueil. Ah, et s'ils tombent un jour là-dessus, ils vont faire eh ben, c'est la vie. Mais je vais tuer personne. Et puis, est-ce que je vais avoir changé la société? Bon, probablement non. Mais si je tirais à 100 000 ou si je tirais à 1 million d'exemplaires, je changerais peut-être la société. Donc je peux pas faire des choses négatives, mais je peux faire des choses positives éventuellement. Bon, voilà. Donc le contraire de ce qu'il a fait. Donc ça, c'est mon point de vue sur les actes de Émile Henry dont tu me demandes, et je suis en train de regarder si j'ai pas oublié. Oui, je veux juste voilà, ajouter éventuellement que le sens de ce que voulait me dire ce copain, c'était que, en n'ayant pas fait du terrorisme, en ayant fait des chansons, des bouquins, finalement, contrairement à ce que je raconte tout le temps en train de me plaindre, ben finalement, j'ai peut-être pas tant raté ma vie que ça. Non. Encore une question de JH. Si tu devais être juré une nouvelle fois, et cette fois-ci participant, pas remplaçant, comment aborderais-tu la situation? Que ferais-tu? Penserais-tu ou dirais-tu à tes co-jurés différemment? Je crois surtout que j'irai plus. J'irai pas. Voilà. Quand on a déjà été juré, on a le droit de refuser de l'être une deuxième fois. Donc moi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pris aucun plaisir à surveiller et punir. Comme je le disais aussi tout à l'heure, ou comme je vais le dire bientôt là, je ne me fais aucune illusion que le film là dont le titre m'échappe tout de suite, où le type est un juré d'assises et il arrive à retourner tous les autres jurés pour que finalement ils acquittent le mec qui était innocent. Un film américain avec Henry Fonda. Là, bon, vous retrouvez le titre tout seul. Pour l'avoir vu de l'intérieur, j'y crois pas du tout. Je peux retourner, je ferai pas changer les gens d'avis. Donc je servirai à rien. Je serai pas heureux à le faire. J'en ai déjà tiré un bouquin, je vais pas en retirer un autre, je l'ai déjà écrit. Et puis j'ai déjà vécu l'expérience. Et puis vraiment, si ça me manquait d'aller voir des procès d'assises, je peux y aller comme public. Donc je n'ai aucune raison d'y aller, j'ai que des bonnes raisons de ne pas y aller et d'aller vivre d'autres expériences pour éventuellement faire d'autres livres, donc je pense que je n'irai pas, et voilà, c'est ça que je changerais par rapport à la première fois. Alex, quelques mois après sa parution, Les 9 salopards a-t-il finalement eu des répercussions judiciaires ou personnelles notables? Entends par là, as-tu eu des ennuis de type poursuite judiciaire pour avoir enfreint le secret
auxquelles les jurés d'assises sont soumis. Et il ajoute « J'espère que non. Et si tel est le cas, est-ce que tu traverses cette épreuve sans trop de dégâts ?» Et il ajoute « J'espère que oui. » Eh bien, la réponse est non. J'ai pas eu d'ennui, aucun. Je dois dire que ça a été alors déjà un soulagement énorme parce que moi j'avais pas vraiment les moyens de, on m'aurait pas mis en prison, hein, je me faisais pas des délires comme ça, mais si on me chope un procès pour injure, c'est 10 000 euros. Bon, tu mets, je sais pas, je dois bien jurer une dizaine de personnes dans le bouquin, on me met 10 fois 10 000 euros, 100 000 euros, même si on me condamne qu'à une seule fois 10 000, bon, j'ai pas les moyens d'être ruiné comme ça. Donc je flippais. Avant la publication, je flippais grave. Et je me suis même demandé si j'allais publier ce bouquin et sous quelle forme, sachant qu'il était hors de question que je me censure. Et d'ailleurs, j'en profite juste pour faire un... Non, mais je raconterai ça après. Donc c'était hors de question que je me censure. Et je me suis dit... J'avais une idée auquel j'ai pensé. Je me suis dit, je l'envoie qu'à certains d'entre vous avec qui j'ai déjà échangé des mails et à qui je fais confiance, et je leur envoie le texte par mail. Auquel cas, ça rentre plus dans le cadre d'une publication, hein, publique, c'est plus public, mais dans le cadre de la correspondance privée. Or, la loi, dans un état de droit, on y revient, Bono, dans un état de droit, merci l'état de droit, protège la correspondance privée, contrairement aux dictatures. Donc j'aurais été protégé par la loi, je pouvais injurier qui je veux, faire tous les délits que je veux, je peux demain écrire à certains d'entre vous que je connais un mail sur lequel je fais l'apologie du trafic de drogue, que j'explique comment tuer des gens et que je fais Allah Akbar. Bah, c'est une correspondance privée, on peut pas me semble-t-il, hein, je suis pas juriste, mais donc j'avais imaginé ça. Puis je rentre pas dans les détails, je donne pas de nom, mais un avocat prestigieux, c'est vrai, a lu en avant-première, je ne dis pas pourquoi, mais a lu en avant-première ce texte avant publication, et il m'a dit, écoutez, il y a zéro problème, voilà, il a utilisé ce mot, vous avez tout anonymisé, donc vous ne risquez rien. Et quand j'ai dit, mais vous êtes vraiment sûr, parce que moi, j'ai pas les moyens de payer une amende de 10 000 euros, il a fait, vous faites pas confiance à ma compétence professionnelle ? Bon, j'ai fait si, maître, oui, bon, voilà. Donc c'est ça qui a déclenché, je me suis dit, bon, allez, je lui fais confiance, il dit pas n'importe quoi, je peux publier le bouquin. Et j'ajoute, donc c'est ça que je voulais ajouter tout à l'heure, que ce choix d'anonymiser n'était pas du tout un choix fourbe pour me protéger, ah, je suis trop malin, je suis juriste, je sais comment pas avoir de procès, c'était vraiment pour donner plus d'ampleur au bouquin. J'avais le sentiment que si j'avais donné le vrai nom des personnes, ou ne serait-ce que le prénom de l'accusé et la première lettre de son nom, que j'avais dit dans quel tribunal, dans quelle ville c'était, les assises de tel département, hein, ceux qui ont lu le bouquin, je fais le contraire, j'invente des faux départements, je dis trucs avec des vraies dates, ça devenait petit, ça devenait une affaire toute petite dont je parlais. J'ai eu le sentiment, d'un point de vue purement littéraire, qu'en partant sur ce délire de faux noms de département, de fausses dates, etc., ça devenait plus général. Je ne parlais pas d'un procès, je parlais des procès des assises. Et je pense toujours que ça élargit le propos. Donc, ce n'était pas pour me protéger, c'était pour faire ça. Et je crois que j'avais pris des notes. Ah oui, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que donc l'avocat est probablement raison. Cette anonymisation me protège, et c'est pour ça que j'ai pas eu de procès, mais de toute façon, mon hyper-marginalité me protège. C'est l'un des avantages, il n'y en a pas beaucoup d'autres à mes yeux, mais enfin, c'est l'un des avantages de mon hyper-marginalité. C'est que si demain, Orelsan écrit une chanson qui s'appelle Mort juif, bon, c'est pas possible, il a forcément un procès, puis sa carrière est finie, c'est fini. Bon. Un type comme moi, même si à un moment les associations antiracistes, hein, j'en parle dans une histoire de censure, ont été au courant de tout ça, et elles ont été au courant, elles sont arrivées et se sont dit, ça sert à quoi de lui faire un procès ? Ce type-là, il va vendre à 22 exemplaires, hein ? Bon, un peu plus, mais personne ne va en parler jamais. Si on lui fait un procès, il pourra toujours faire un buzz dessus, et là, il va être lu par 10 000 personnes si ça se passe mal. Donc, autant ne pas lui faire de procès, ne pas lui faire de pub, et puis voilà. Donc, de la même façon que, admettons, que le monsieur le président ait très mal pris ce bouquin et fasse « gna 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 gna, je veux lui faire payer », à un moment, ils font « est-ce que c'est vraiment la peine d'en parler ?»
Est-ce que c'est vraiment la peine de mettre un gros spot lumineux sur ce bouquin et puis de passer pour un con en disant ben moi mon petit orgueil d'homme de pouvoir ben il l'a mal pris, etc., etc. Bon, il faut mieux pas en parler, on l'oublie. Et puis autre chose qui va avec, c'est que quand tu es lu par 22 personnes, une fois à nouveau un peu plus, voire beaucoup plus réellement, mais quand tu es lu par 1000 ou un peu plus de personnes, ben, il y a peu de chances que ça tombe dans les mains de quelqu'un qui va aller te dénoncer. D'ailleurs, j'en profite pour raconter cette anecdote pour terminer de répondre à cette question, mais j'ai un de mes lecteurs qui me l'a commandé en me disant « Tu me fais une super dédicace, c'est pour une copine qui est à l'école de magistrature. Ah, cool, faut qu'elle lise ça. » Et je vous jure que là, moi, quand j'ai reçu ça, j'ai fait j'espère qu'elle va pas le faire lire à ses profs ou au président du tribunal ou autre, parce que l'orgueil des puissants, quand il est blessé, putain, ils vont m'aligner. Donc voilà, manifestement, soit elle l'a toujours pas lu, soit elle était sympa, soit ils connaissent la loi aussi, ils savent que de toute façon, ils avaient 3 mois pour me poursuivre, et comme ils l'ont pas fait... vous y aviez 3 mois, parce qu'après, de toute façon, maintenant, j'ai la loi sur la liberté de la presse. Au bout de 3 mois, on peut plus poursuivre un livre. Donc, huile d'olive, les juges, huile d'olive, Merde, ça tape à ma porte, ça tape... Non, vous avez pas le droit, ça fait 3 mois, non, blanc, bon. Et là, je me fais enculer en zonzon par des nègres et des arabes. Oups, pardon, non, par des femmes, par des féministes. Oh là là, putain. Pardon. Et pour finir, en tout cas sur cette partie, les 9 salopards, avant de passer à la partie suivante, une question de Bono de Molène. Qu'est-ce que ça fait de se sentir inutile en pleine cour d'assises? Mais écoute, comme je le dis, je vais le prendre en riant, hein. Comme je le dis dans le bouquin, c'est un sentiment qui, pour moi, est malheureusement très habituel, voilà, qui est même constant. Je sais totalement mon manque d'influence, le manque d'influence de mon travail sur la marche du monde. Donc j'ai le sentiment, à chaque fois que j'ai écrit un truc, d'être totalement inutile. Donc j'étais plutôt à ma place de ce point de vue-là. Et je disais tout à l'heure qu'on écrit pour plein de raisons, des bonnes et des mauvaises, etc. Et entre autres, parmi ces très nombreuses raisons, on écrit aussi pour avoir de l'influence sur la marche du monde, au moins un petit peu. Et ce qui existe complètement. Je veux dire, Les Misérables de Victor Hugo a eu plus d'influence sur la législation française qu'aucun député, j'imagine, ou qu'un autre même penseur, ou en tout cas que la plupart des gens, et a fortiori que le citoyen qui va voter. Bon. Donc quand j'écris mon roman Du champagne, un cadavre et des putes, il est évident que j'écris pour plein de raisons, comme je disais tout à l'heure, pour les femmes que j'ai aimées, etc. Avant tout, sans doute pour l'acte littéraire et l'acte d'accomplissement personnel, pour la fierté, et essayer de pousser mes limites, tout ça, etc., etc. Mais aussi, idéalement, ça aurait été pour avoir de l'influence sur la marche du monde, ça aurait été pour que après ce bouquin, ça fasse un buzz, ça fasse réfléchir, qu'on voit la prostitution différemment, peut-être que les clients voient les prostituées de façon différente, peut-être qu'un député à l'Assemblée nationale dise putain, il dit des choses intéressantes et que ça donne naissance à une loi Vaquette. Ça c'est pas un délire, ça arrive qu'un auteur ou qu'une personnalité donne son nom à une loi parce que il l'a influencé. C'est pas pour l'orgueil d'avoir donné mon nom à une loi, hein, c'est pas ça. Mais c'est d'avoir influencé peut-être une loi plus pour le droit des putes. Je serais extrêmement fort. Or, mon absence totale d'influence, mon hyper-marginalité, fait que mon bouquin n'aura probablement aucune influence sur la marche des idées, sur la réflexion du monde, et en tout cas pas, ça ne montera jamais jusqu'à l'Assemblée nationale pour faire changer la législation. Et ce que je viens de dire, c'est évidemment tout aussi vrai pour la conjuration de la peur, hein, mon spectacle Crevez tous et la chanson et le spectacle Crevez tous, qui dénonçait cette dérive du contrôle social par la peur et cette dérive du tout sécuritaire. Bon, on peut pas dire que grâce à cette chanson, le tout sécuritaire se soit arrêté, que le contrôle social par la peur se soit arrêté, qu'au moment du Covid, on a fait bon, on va arrêter quand même de faire peur à tout le monde pour contrôler socialement les gens. Ça, on l'a pas vu, donc ça. Ou ne serait-ce que même à plus petite échelle, dans les milieux
alternos, libertaires, mettez l'étiquette que vous voulez, milieux qui sont complètement en train d'être étouffés par la cancel culture. J'aimerais bien que des gens disent « Hey les mecs, on se calme, hein, vous devriez réécouter la conjuration de la peur de Vaquette, parce que le contrôle social par la peur et le tout sécuritaire, il n'est pas que les flics, les lois sécuritaires de Sarkozy, tout ça, ce qui est aussi le cas, il est aussi chez nous. Le fait qu'on puisse plus rire de tout, la cancel culture, vouloir débaptiser le nom des rues, vouloir virer Victor Hugo, Orelsan et je sais plus qui tout à l'heure de mon bouquin, parce que quand même, etc., pouvoir plus se moquer de féminicide, c'est chez nous aussi. Bon, ça n'aura aucune influence, tout ce que j'écris n'aura aucune influence. Je n'ai donc aucune influence, donc je recommence, ouais, j'ai raté ma vie, ouais. Voilà, bon, non, bon, d'accord, bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, si, voilà, ce que je voulais ajouter ça. Sinon, je vais me faire disputer. Donc, une fois que j'ai dit ça, que j'ai raté ma vie, en fait, je l'ai super bien réussi. Vous allez voir pourquoi. Parce que si je vais me faire disputer par quelqu'un, par une de mes lectrices qui m'envoie des très longs mails de sociologie et qui a une marotte, une idée force qu'elle développe, qui est sur l'influence des idées minoritaires. Et elle explique que contrairement à ce que je crois, en me plaignant tout le temps que je suis un raté, que j'ai pas d'influence, etc., contrairement à ce que je crois, sur le long terme, ce sont les idées minoritaires, comme les miennes, qui ont de l'influence. Pas les idées majoritaires qui sont forcément oubliées, qui deviennent très vite démodées, puisque c'est des idées de mode. Ça, c'est juste vrai. Quand tu regardes des idées qui semblaient cool il y a 20 ans et que tout le monde trouvait cool il y a 20 ans, tu les regardes aujourd'hui, tu fais « qu'est-ce que c'est crétin ?» Ou ne serait-ce que là, il y a assez de recul. « Je suis Charlie ». Je pense que moi, j'ai écrit tout de suite derrière « Je suis Charlie », j'ai écrit mon bouquin « Je ne suis pas Charlie » pour ça, pour dire « mais je me rends compte du ridicule ». Je pense que tout le monde, 7 ans après, se dit « oh là là, on a été bien badanés là ». Et puis si ceux qui sont trop cons pour pas s'en rendre compte maintenant, rassurez-vous, vos enfants, dans 30 ans ou 40 ans, ils feront « oh là là, putain, papy, il était con, hein, quoi », parce que ça se voyait comme la manipulation. Et à l'inverse, les idées minoritaires, elles essaiment. Et elle ajoute une idée force intéressante là-dessus. Elle dit, pour qu'elles essaiment, déjà, il faut qu'il y ait suffisamment de temps qui soit passé, et il faut qu'on ait oublié la source. C'est-à-dire que tant que ces Vaquettes qui te dit ouais, la conjuration de la peur, oui, pro-pute, oui, les 9 salopards, justice salaud, c'est l'autre connard avec ses spikes, là, habillé en rouge, punk, c'est le mec en plus, qui parle de féminicide en s'en moquant, qui a écrit mort aux juifs, en suspect fasciste, fasciste Vaquette. Bon, donc on n'écoute même pas ce qu'il a à dire. Et puis de toute façon, c'est un rigolo, donc un rigolo, il peut pas être sérieux, donc voilà, son bouquin, il y a des scènes de striptease avec l'avocat général, bon, ça peut pas être sérieux. Bon, voilà. Par contre, ces idées-là, elles essaiment. Et puis un jour, par exemple, les idées les idées pro-putes qu'il y a dans Du champagne, un cadavre et des putes, elles tournent dans la tête d'un lecteur, et puis un jour, en soirée, il les répète à quelqu'un de façon un peu structurée, et puis il oublie de citer, parce qu'il s'en souvient plus ou qu'il veut se les prendre à son compte, il oublie de citer qu'il les a lus dans un bouquin de Vaquette, et que Vaquette, c'est un connard rigolo avec des spikes un peu crypto-nazis. Et puis la personne fait « Ah ouais, c'est intéressant ces idées ». Et puis elle en reparle à une autre personne, etc. « Ah ouais, c'est intéressant ». Et les idées essaiment comme ça, du moment qu'on a oublié la source, et peut-être même que ce que veut dire cette correspondante, c'est du moment qu'on a oublié la radicalité de la source. À ce moment-là, l'idée peut être prise de façon un peu large si on lui offre la possibilité d'être consensuelle. Et pour qu'elle soit consensuelle, il faut oublier les sources infréquentables, quelles qu'elles soient, je ne parle pas que de moi évidemment. Donc le jour où on oublie de dire « Ah bah oui, c'était des gauchistes 68ards qui disaient tel truc sur l'écologie », et qu'on nous dit « Bah non, maintenant l'écologie est une évidence. Ah oui, bah c'est des gens sérieux qui le disent, bon, les idées passent. » Si on ramenait tout le temps l'écologie aujourd'hui aux propos des allumés rigolos, alternos, avec des grosses barbes des années 70, l'écologie n'aurait aucune crédibilité. C'est ça qu'elle, je pense, elle veut dire. Et donc aujourd'hui, évidemment, un guignol comme moi n'a aucune crédibilité, mais peut-être que le chemin, elle appelle ça comment, l'influence des idées
minoritaires, peut-être que l'influence des idées minoritaires fait que plein de choses que je raconte aujourd'hui et qui ne sont pas possibles deviendront des idées beaucoup moins minoritaires, voire peut-être consensuelles, d'ici 30, 40, 50 ans. Quand je serai mort et que j'aurai toujours pas Ken parce que la stagiaire, elle m'aura jamais rappelé, et puis que de toute façon j'aurai toujours pas de lecteur, et puis que j'aurai pas écrit Tinder, pardon. Et puis, c'était la dernière question. Donc la partie sur les 9 salopards, c'est fini. Je vous donne rendez-vous à tout bientôt pour la deuxième partie sur du champagne, un cadavre et des putes. Yo!